Bonsoir à tous, il est 19h, voici les titres d'autres journaux. Raza, la martyre quand c'est mort, l'entité sioniste poursuit son crime contre l'humanité. L'ONU, par la voix de son secrétaire général, Antonio Guterres, exerce une pression sur le Conseil de sécurité pour déclarer un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Dans ce journal, nous verrons comment le Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs entend utiliser un financement pour adapter ses projets afin de répondre mieux aux besoins de la société. Le rail, poumon du développement local, le projet de dédoublement de la ligne Annaba-Guelma est lancé. En parallèle de ce projet, le port de Annaba entame des travaux pour augmenter sa capacité d'accueil de marchandises. Nous aurons également au centre de maintenance de Michelia qui tourne à plein régime un atelier intégré qui prépare ou qui répare plutôt des locomotives et des rames de train. Enfin, nous vous parlerons des secrets de fabrication du coteau de Boussaada. La tradition est encore maintenue, un produit de qualité qui fait la fierté de toute une région. Les détails tout à l'heure. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entamons ce journal par la situation à Raza, la martyre. La barbarie de l'armée d'occupation sioniste se poursuit. La bande de Raza ne ressemble qu'à un champ de ruines. Ce génocide a dépassé par son horreur tous les génocides commis par les pires dictatures. Les organisations onusiennes ont beau appeler à un cessez-le-feu immédiat. L'entité sioniste ne veut rien entendre et poursuit son crime contre l'humanité. Au Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire général Antonio Guterres appelle les membres du Conseil à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Commentaire Marim Demis. La barbarie sioniste ne semble pas connaître de limites. L'enclave palestinienne vit toujours au rythme d'un déluge de feu et d'acier. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des raids aériens et terrestres de l'entité sioniste ont ciblé le quartier El-Shoujaïa, faisant plusieurs martyrs et blessés. L'aviation sioniste a poursuivi le bombardement de plusieurs régions dans la bande de Raza, notamment dans les régions de l'est de la ville de Khan Younes, la ville de Rafah et le sud de la bande de Raza. Pour le 9e vendredi consécutif depuis le début de l'agression, les restrictions de l'occupant sioniste ont empêché des dizaines de milliers de Palestiniens d'accomplir la prière du vendredi dans la mosquée Al-Aqsa. Seules 5000 personnes ont pu entrer dans la mosquée pour accomplir la prière, contre plus de 50 000 auparavant. Des centaines de Palestiniens ont été contraints de prier dans les rues proches de la vieille ville. L'UNRWA a annoncé qu'une de ses écoles située dans la ville de Beit Lahia, dans le nord de Raza, avait été directement visée par l'occupation sioniste, ainsi que 3 autres écoles servant d'abri dans la ville et le centre de Raza ont été indirectement touchées par des bombardements sionistes contre des zones voisines. L'agence onusienne a indiqué par ailleurs que 2 de ses employés sont tombés en martyrs lors de tirs de l'armée sioniste, portant à 132 le total de ses employés ayant perdu la vie. Des fournitures de traumatologie et de soins d'urgence ont été livrées par l'Organisation mondiale de la santé à l'hôpital européen de Raza et au complexe médical Nassar pour répondre aux besoins de 4500 patients. Il s'agit de la première mission de livraison depuis le 29 novembre. Le chef de l'OMS a exprimé sa préoccupation au sujet des milliers de patients civils et du personnel de santé dans la bande de Raza, rappelant que la seule façon de les protéger était un cessez-le-feu immédiat. Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait se prononcer aujourd'hui sur un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat dans la bande de Raza. Intervenant lors de cette réunion, le secrétaire général de l'ONU a jugé qu'en aucun cas les Palestiniens ne doivent subir une punition collective. Guterres a invoqué l'article 99 de la charte de l'ONU pour provoquer cette réunion extraordinaire du Conseil sur un dossier qui pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et cette information maintenant, ouverture officielle hier à Alger par Russia Today d'un bureau régional qui couvre plusieurs pays africains. Le premier numéro du documentaire a été consacré à l'Algérie et aux relations algéro-russes, un événement qui s'est déroulé en présence du ministre de la Communication Mohamed Lagheb, la directrice de Russia Today ainsi que des représentants du corps diplomatique et des directeurs de plusieurs organes de presse. Je vous propose d'écouter la déclaration du ministre de la Communication.
L'Algérie est prête à s'ouvrir aux médias étrangers. Actuellement, ils sont plus de 30 correspondants de différentes chaînes arabes et européennes, dont la chaîne Russia Today a exercé en Algérie, qui est également prête à accueillir les bureaux régionaux des médias internationaux. Le début a été avec cette chaîne russe, un partenariat qui traduit la profondeur des relations algéro-russes qui remontent à la période de l'Union soviétique. Nous nous rappelons tous du quotidien soviétique Pravda qui parvenait à l'époque en Algérie. Nous espérons renforcer davantage cette coopération. Nous avons décidé de lancer le programme Passerelle entre la Russie et le monde arabe depuis l'Algérie et nous avons déjà enregistré une première émission ici en Algérie. La décision a été bien étudiée compte tenu de la profondeur des relations stratégiques qui lient l'Algérie et la Russie. Voilà pour ces deux déclarations du ministre de la Communication et de la directrice de Arte Arabe. Comment adapter la recherche scientifique aux besoins de la société algérienne? Un financement a été accordé au Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique d'Alger. Objectif, permettre la création de nouvelles entreprises. Plusieurs entrepreneurs proposent déjà des prototypes dans le domaine du photovoltaïque ou encore du dessalement d'eau de mer. Commentaire Walid Yousfi. C'est dans ces locaux du Centre de recherche en technologie des semi-conducteurs pour l'énergétique que ces chercheurs ont pu mettre au point leur projet de panneaux photovoltaïques. De nombreux projets comme celui-ci prennent vie ici sous forme de prototypes de recherche dans différents domaines. Ce projet consiste à développer une station qui permettra de transformer l'eau salée en eau douce. Il a été réalisé en collaboration avec Sonatrach. Il sera exploité à Inamianas dans le cadre de la récupération tertiaire du pétrole par voie chimique. Notre projet consiste à mettre en place une cellule électrolyse pour convertir le dioxyde de carbone en méthanol utilisable dans le domaine énergétique. On espère bénéficier d'un accompagnement pour pouvoir développer un prototype qui peut être industrialisé. ماتير بريمير تاعنا هو السيليسيوم ننطلقوا من السيليسيوم من لا ماتير بريمير هذاك السيليسيوم غراد سولار ومن بعد نريمونطيو لهاد الصفيحه الشمسيه ولا كاين باغ اكزومبل دي زوزين اللي اكومبانيونا حنايا نسوقوا لهم. هذا هو الهدف تاع المركز البحث وشنو يطور. L'objectif de ce centre est aussi d'adapter les recherches scientifiques aux besoins de la société algérienne. Le financement dont bénéficiera ce centre pour l'année 2024 sera dédié à la réalisation de 3 objectifs principaux, à savoir l'excellence scientifique, de la priorité industrielle et de la prise en charge des enjeux de la société algérienne et aller vers la réalisation d'entreprises économiques au sein du centre. Ces entreprises économiques seront chargées de transformer les prototypes de recherche en produits industriels pour répondre aux besoins du citoyen algérien. Autre ville, autre secteur, cette fois nous emmenons à Tizi Ouzou, où les investissements dans le secteur laitier connaissent une véritable progression. Un secteur rentable, une laiterie privée située dans la commune d'Eflissène. La laiterie a recruté des dizaines de personnes. Reportage de Lakhdar Kawan, commentaire signé Amélie Siritir. Au niveau de cette laiterie d'Iflissène, chaque jour, plus de 10 000 litres de lait frais provenant de la région sont méticuleusement transformés en une variété de délices lactées. Les employés veillent à chaque étape du processus de production, de la réception du lait jusqu'à l'affinage pour garantir une qualité exceptionnelle. Après la réception du lait, on le fait passer par plusieurs analyses physico-chimiques. La sécurité du citoyen passe avant tout. Par la suite, on passe à la fabrication d'un fromage de qualité. C'est une deuxième étape. Donc, مادة وظيفكية وكوليكتور نحار وكوليكتور دناوي ان شونتيون اثناوي لي زاناليزينس ديك الى هايفكي لو ريسبسيون. L'étape du moulage. On est à l'étape du moulage, après avoir passé les autres étapes, à savoir la préparation du lait, le caillage et l'égouttage, pour donner à notre fromage la forme ronde.
Un investissement prometteur qui contribue à dynamiser l'économie tout en jouant un rôle crucial dans la création d'emplois. Notre usine est située au niveau de la commune d'Iflissen. Dans cette localité, il n'y a pas beaucoup d'opportunités d'emploi. Nous avons créé cette unité grâce notamment à l'aide de l'État à travers les différents dispositifs de financement comme l'on dit. Actuellement, nous envisageons d'élargir notre activité et de créer d'autres postes d'emploi directs et indirects. Nous sommes une trentaine de femmes à travailler dans cette laiterie. Cette entreprise émergente représente un projet d'investissement réussi qui ne se limite pas à la transformation du lait car elle contribue activement au développement socio-économique de la région. Et le développement socio-économique de Annaba passe par le rail et ce projet vital pour l'axe Annaba-Guelma en passant par la wilaya de Taref. Le dédoublement de cette voie a été confié à 7 entreprises algériennes. Pour équiper ces tronçons, l'entreprise ferroviaire a commencé la production de 1800 locomotives. En parallèle, le port de Annaba se prépare dès maintenant à augmenter sa capacité d'accueil et d'acheminement. Couverture de Maya Khalfi, commentaire signé Barim Damis. Le projet de dédoublement de la ligne ferroviaire minière Est reliant Annaba à Bouchegouf dans la wilaya de Guelma a été lancé. S'étendant sur un tronçon de 54 km, le projet a été confié à 7 entreprises algériennes en vue d'accélérer la cadence des travaux. Nous sommes à pied d'œuvre depuis le lancement de ce projet. Nous effectuons les études complémentaires topographiques et géographiques sur le tronçon en question. 7 entreprises algériennes sont en charge des travaux. La wilaya de Annaba est concernée par le côté est qui s'étend sur une distance de 54 km, traversant 3 wilayas à savoir Annaba, Taref et Guelma. Nous disposons de 30 ouvrages d'art, 60 ouvrages de drainage, 3 grands ponts ferroviaires, 2 tunnels d'une longueur de 1850 mètres et un pont couvert d'une longueur de 750 mètres linéaires. Pour répondre aux besoins de ce grand projet, l'entreprise nationale de construction de matériel et équipements ferroviaires compte produire plus de 1800 locomotives conformément aux normes internationales. Ferrovial est disposé à produire 1820 locomotives de transport durant les 3 prochaines années avec une moyenne de 600 locomotives chaque année. Pour augmenter les revenus en devises et diversifier les exportations, les travaux d'extension du port de Annaba sont actuellement en cours. Cela vise à assurer les exportations du phosphate intégré ainsi que la construction du port à conteneurs pour l'acier, couvrant une superficie de 80 hectares. Suite aux opérations d'extension, le quai aura 1600 mètres de longueur et 300 mètres de largeur. En ce qui concerne la profondeur des eaux, nous atteindrons les 16 mètres, ce qui nous permettra de recevoir de grands navires. Le projet d'extension du port de Annaba et de construction du port dédié aux opérations d'exportation du phosphate intégré seront lancés prochainement. Nous sommes actuellement en phase de sélection des entreprises réalisatrices. La ligne ferroviaire minière Est est un acquis important, ce qui contribuera grandement à fluidifier la circulation du transport de marchandises. Le rail, poumon du développement local. Pour maintenir nos locomotives sur rail, le centre de maintenance de Mechria tourne à plein régime. Vous allez le voir, un atelier intégré qui répare locomotives et rames de train grâce à une expérience acquise d'une trentaine d'employés. Commentaire Amélie Sévitir. Au cœur de la région de Naama, plus exactement à El Mechria, le centre de maintenance des trains revêt une grande importance. S'inscrivant dans une vision économique efficiente et des horizons prometteurs, cet atelier vise à fortifier et à consolider le secteur ferroviaire. C'est un atelier intégré. Ici, on répare toutes sortes de locomotives et rames de train. Les trains Coradia disposent de 17 locomotives au niveau national. Elles sont toutes réparées ici, ainsi que les locomotives destinées au transport de marchandises. Différents ateliers gérés par des compétences algériennes expérimentées et une main-d'œuvre qualifiée constituent l'épine dorsale de ce centre qui emploie plus de 37 travailleurs dans diverses spécialités. درنا دي فورماسيون
Nous avons bénéficié de formations spécialisées. Nous avons appris le fonctionnement des trains et leur maintenance périodique. Il faut des formations spécialisées dans le domaine ferroviaire et apprendre toutes les applications y afférentes. La maintenance des locomotives de la ligne Arze-Rajbilet se fera également au niveau de nos ateliers. Les efforts des pouvoirs publics se poursuivent dans l'optique du développement des infrastructures et l'optimisation des services logistiques, propulsant ainsi les possibilités d'investissement tout en consolidant la position prépondérante de la wilaya en tant que locomotive du secteur ferroviaire. Destination Msila maintenant, nous vous invitons à visiter l'un des derniers ateliers à fabriquer encore, le mousse de Boussaada. L'atelier ne paye pas de mine et pourtant il est le garant d'une mémoire locale. Tous les composants de ce produit sont locaux, un produit de qualité qui tranche avec des produits importés parfois de moins bonne qualité. Reportage signé Majda Jahmouna. Dans son atelier empreint de chaleur et de métal, Mabrouk commence par allumer le feu pour se lancer dans une danse rythmée par le son du marteau, frappant l'acier chaud à blanc. Pour lui, l'artisanat est bien plus qu'une passion. C'est une affaire de famille transmise de génération en génération. Ses mains habiles façonnent des couteaux qui ne sont pas simplement des outils, mais des pièces d'art imprégnées de l'âme de la région. Le couteau de Boussaada était autrefois appelé le mouss al-arbi. Dans le nord algérien, on l'appelle le boussaadi. La lame de cette œuvre doit obligatoirement être en acier. La poignée, quant à elle, on la fabrique à base de cornes de mouton ou de bois. Le tout est enveloppé avec la peau de chèvre qui sera ornée par la suite. L'ornement choisi est le même qu'on trouve dans les bijoux en argent de Boussaada. Le couteau de Boussaada se décline en plusieurs types. Certains modèles sont conçus pour des tâches spécifiques allant des travaux quotidiens ordinaires aux pièces de collection. Il existe beaucoup de types de couteaux de Boussaada. Le plus grand est utilisé dans l'accomplissement du sacrifice du mouton. Celui-là doit être tranchant afin d'éviter de faire souffrir la bête. Le deuxième est caractérisé par sa courbe. Il existe également un autre couteau spécial pour le hijama et la circoncision des enfants. On peut offrir ce couteau en signe de respect et d'estime. Les touristes en prennent toujours comme souvenir de Boussaada. Au-delà de la maîtrise technique dont fait montre Mabrouk, c'est sa passion contagieuse et son engagement à transmettre cet héritage aux jeunes générations qui le distinguent. Cela fait plus d'un mois que je viens apprendre avec Mabrouk. Il faut protéger l'héritage que nos aïeux nous ont laissé. C'est notre devoir. La meilleure des façons pour protéger notre héritage culturel est la formation. La matière première est disponible. Il faut juste savoir inciter les jeunes pour préserver ce savoir-faire ancestral. Ainsi, Boussaada tient sa renommée non seulement de ses couteaux, mais aussi de la passion incandescente de ces artisans qui ont transformé l'acier en un récit intemporel. Et de la richesse de nos traditions au génie et aux passions de la nouvelle génération, Walid Yousfi nous invite à visiter une exposition qui fait rêver les grands comme les petits. Il s'agit de la toute première exposition d'aéronautique. Elle a été baptisée Touch the Sky. Elle se déroule aujourd'hui et demain au Palais de la Culture. Moufdi Zakaria, regardez. Des avions, des drones, des simulateurs de vol, il y en a pour toutes les passions. Pour sa première édition, l'exposition Touch the Sky, dédiée à l'aéronautique, a rassemblé les professionnels et les amateurs dans ce domaine pour exposer leurs dernières créations et faire découvrir leur passion. Cette rencontre a rassemblé les spécialistes de l'aéronautique en Algérie, des clubs universitaires, des start-up et des associations pour faire découvrir ce secteur au large public dans un cadre bien organisé. L'idée est de partager notre passion. Cette exposition a rassemblé une quinzaine d'exposants entre start-upers, étudiants ou encore associations d'aéronautique. C'est un drone FPV, First Person View. C'est un drone qui prend une image cinétique. Il fait le traitement avec l'artificial intelligence, l'identification
des animaux dans une surface qu'on a donnée. C'est un modèle réduit de l'avion réel, Cessna, de la compagnie Cessna Aircraft. Nous avons réalisé ce projet pour faire des expériences expérimentales pour le calcul aérodynamique, etc. Et on veut prochainement, pour le futur prochain, le développer en équipant cet avion par un moteur thermique. Pour les passionnés d'aviation, cette exposition se poursuit jusqu'au samedi 9 décembre au Palais de la Culture, Moufdi Zakaria. Et ainsi va l'actualité. C'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui l'a préparé, l'équipe technique qui l'a réalisé vous remercie de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Belle soirée.